Bienvenue, l'événement politique, c'est maintenant sur France 3, midi Pyrénées, place au tout premier débat sur les élections municipales à Toulouse. Avec nous, dans ce tout nouveau plateau, 4 candidats, tête de liste. Mais parlons tout d'abord des absents, à commencer par Pierre Cohen. Nous avions évidemment invité l'actuel maire socialiste de la ville. Jeudi, il nous a informé par courrier qu'il ne souhaitait pas participer à cette émission. Alors je cite ce courrier: « Je rentrerai en campagne dès lors que j'aurai constitué ma liste, finalisé les accords avec les partenaires et élaboré le programme que je souhaite proposé aux Toulousains. » Fin de citation. Autre absente ce matin, Christine Deveyrac, la candidate UDI. Elle nous avait donné également son accord pour participer à cette émission, mais jeudi également, elle nous a fait savoir qu'elle ne souhaitait plus y participer en raison de l'absence de Pierre Cohen. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas nous ennuyer. 3 thèmes seront au centre du débat aujourd'hui: les transports, le logement et la sécurité. Alors pour débuter, rapide présentation de nos invités afin de les resituer sur l'échiquier politique. Avec nous, Jean-Luc Moudenc, bonjour. Bonjour. Ancien maire de Toulouse de 2004 à 2008, battu cette année-là par Pierre Cohen. Vous êtes le candidat de l'UMP notamment. Vous présentez une liste qui se nomme Union de l'opposition. Qui regroupe cette liste, Jean-Luc Moudenc? UMP, des personnalités du centre, notamment l'UDI, la droite souverainiste également, et puis la moitié des sièges pour la société civile, parce que je pense que les citoyens aujourd'hui demandent à participer aux affaires locales, à décider aussi, sans forcément participer par les partis politiques. C'est l'originalité de la liste que nous allons présenter. Merci à vous. Antoine Maurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuel conseiller municipal et vice-président de l'agglomération. Vous vous présentez pour Europe Écologie Les Verts. Votre liste se nomme Toulouse Vert demain, Vert VERT, un détail qui compte. Alors, une question qui regroupe votre liste, évidemment, et une question qui circule beaucoup, est-ce que vous irez jusqu'au bout, ou est-ce qu'une union est encore possible avec les socialistes et Pierre Cohen? Alors la liste Toulouse Vert demain est soutenue par Europe Écologie Les Verts. Elle a vocation à rassembler toutes les forces politiques et citoyennes qui se reconnaissent dans les valeurs de l'écologie et de la solidarité pour présenter aux Toulousains un projet écologiste. Et vous irez donc jusqu'au bout dans cette campagne, où il y a encore des discussions en cours avec l'actuelle majorité? La campagne a 2 tours, comme chacun sait. Donc le premier tour, c'est l'occasion de présenter aux Toulousains des alternatives. Et je crois qu'avec les temps qui courent, il est important qu'on propose à nos citoyens des projets différents que du bipartisme. C'est pourquoi les écologistes ont fait le choix, parce que Toulouse a changé, mais Toulouse a besoin d'un nouveau souffle, de présenter un projet écologiste en rassemblant toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs. Et on reviendra plus précisément justement dans les points sur lesquels, notamment au niveau des transports, vous n'êtes pas forcément d'accord avec l'actuelle majorité. Alors également avec nous en plateau, Serge Larose, bonjour. Bonjour monsieur, dame. Candidat du Front National qui ne présentait pas de liste en 2008 et qui, sur ce scrutin, en présente une. Alors une liste clairement affichée Front National, Serge Larose. Oui, la liste s'appellera Toulouse Bleu Marine, liste soutenue par le Front National. Pourquoi une liste cette année et pas au précédent scrutin, 6 ans Au plus tôt? précédent scrutin, oui. Écoutez, après l'élection du président Sarkozy, après les législatives qui ont suivi, nous avons été en grande difficulté financière. Monsieur Sarkozy ayant fait une campagne sur des thèmes frontistes pour, bien entendu, après, ne pas en tenir compte. Ça nous a coûté très cher, mais la deuxième fois, ça n'a pas pris. Monsieur Sarkozy n'a pas pu avoir nos électeurs. Et puis maintenant, le Front National est très haut dans les sondages et nous présentons des listes un peu partout en France. Ok, merci à vous Serge Larose. Et puis Jean-Christophe Célin, également avec nous, bonjour. Conseiller municipal Front de Gauche, également élu à l'agglomération. Votre liste se nomme Place au Peuple, avec le Front de Gauche, mais sans le Parti communiste. Écoutez, on ne sait pas encore. Les militants communistes vont voter le 15 et le 16 novembre. On espère que, comme dans d'autres grandes villes comme Lyon, Marseille, Carcassonne, Tarbes, ils vont valider la stratégie d'autonomie et de rassemblement qui est celle du Front de Gauche depuis 2009. En tout état de cause, le Front de Gauche sera présent avec la majorité de ses composantes dans le cadre de cette liste, qui sera soutenue aussi par Jean-Luc Mélenchon, qui est député européen de la circonscription. Et ce sera très clairement la liste contre les politiques d'austérité, pour l'égalité, mais aussi pour l'écologie, car avec nos camarades écologistes, nous partageons beaucoup de préoccupations écologiques, parce que la planète ne peut pas continuer comme ça. Merci à vous, ce qui nous a permis également de préciser que le Parti communiste, lui, ne s'est pas encore positionné sur ce scrutin.
Parole aux citoyens également sur ce plateau. Deux d'entre eux vous poseront, messieurs, des questions d'ici quelques instants. Et puis vous pouvez également envoyer vos commentaires, vos questions via Twitter avec le hashtag suivant qui va s'afficher en bas de l'écran avec un mot-clé LVEL Toulouse. L'ensemble de vos commentaires figureront sur notre site Internet et certains d'entre eux seront abordés ici même dans le débat. D'ailleurs, on commence avec une de ces questions par Twitter. Elle nous vient de Claude Camus. Alors je la lis en même temps que vous. Emprunter la rocade de Toulouse matin et soir est un calvaire. Alors on fait quoi? C'est la question pour ouvrir ce premier thème des transports. Jean-Luc Moudenc, qu'est-ce qu'on fait sur cette rocade embouteillée? Déjà on agit, parce que depuis quelques années on ne fait plus rien sur ce sujet. Donc nous proposons la réouverture du dossier de la deuxième rocade. Qui avait pourtant été écarté sous le ministère de l'écologie de Jean-Louis Oui, parce Borloo. qu'il n'y avait plus de soutien local là-dessus. Toutes les collectivités s'étaient entendues pour dire non, sauf qu'entre-temps, elles n'ont rien fait comme alternative à cette solution. Je pense que c'est une solution pertinente. Les autres agglomérations y travaillent. Nous sommes l'agglomération qui a la plus grande croissance sur le plan démographique et économique. Et paradoxalement, nous sommes la seule qui ne travaille plus sur l'idée de contourner le périphérique actuel. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de réserver le périph' actuel au déplacement du quotidien, domicile-travail, pour les habitants de l'agglomération, et de faire en sorte que le trafic de transit, qui vient de plus loin, qui va ailleurs, les camions en particulier, soient écartés de ce périphérique et puissent bénéficier d'anneaux spécifiques un peu en dehors de la ville. Antoine Maurice. J'étais encore à Jean-Louis Borloo, c'est pour ça. Antoine Maurice, non, c'est pas pareil. On va voir que vos positions, surtout, ne sont pas les mêmes. Vous, évidemment, complètement opposé à cette seconde rocade. Absolument. D'abord, dire que le résultat de cette situation, qui est réelle, les bouchons sur le périphérique, c'est le résultat de 40 ans de retard dans le développement des transports en commun dans notre agglomération, et Jean-Luc Moudenc en est largement responsable. Ce dossier de la seconde rocade, il a été enterré par le gouvernement UMP. Pourquoi ? Parce que c'est une fausse bonne solution. D'abord, un coût exorbitant et surtout, ça ne permettait uniquement d'absorber 2% du trafic en heure de pointe. Donc on voit bien que la solution n'est pas vers de nouvelles routes pour la voiture, mais au contraire, de donner à nos concitoyens une alternative à la voiture et de développer massivement les transports en commun. C'est pourquoi nous proposons pour notre part un vrai plan Marshall de développement des transports en commun et des modes doux pour notre agglomération. Jean-Christophe Célin, vous partagez certaines des positions d'Europe Écologie Les Verts sur ce dossier précis. Avant de passer plus largement au transport en commun, mais c'est totalement imbriqué, cette seconde rocade pour vous, clairement? Écoutez, plus on fait de routes, plus il y a de voitures. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas une question simplement de liberté individuelle par rapport à la voiture, c'est une question de santé publique et d'écologie. Il faut réduire la place de la voiture et augmenter l'offre et la place des transports publics. Moi, je suis pour une deuxième rocade, mais pas la même que Jean-Luc Moudenc. Je suis pour une deuxième rocade, autour de la rocade actuelle, une rocade de transport public en site propre, qui permettrait de distribuer tout autour de l'agglomération, avec tram-train ou avec bus. Le chantier doit être ouvert et cette réflexion doit être menée. Un système qui est fait, par exemple, à Paris, avec les bus de dans petite beaucoup de couronne, grandes villes, oui. si vous voulez, vous avez la croix du métro qui distribue à l'intérieur de la ville. Il faut qu'il y ait une distribution circulaire. Et il faut réduire la place de la voiture individuelle et multiplier l'offre des transports publics, et y compris, on aura l'occasion d'en discuter, quand il y aura des transports plus nombreux et mieux cadencés, favoriser l'utilisation avec la gratuité totale des transports. Alors, on va revenir au transport d'ici quelques instants, au transport en commun. On conclut sur cette seconde rocade. Vous, Serge Larose, vous dites qu'il ne faut pas tomber dans la phobie de l'automobiliste. Oui, c'est exact. Oui, il y a une phobie, on y reviendra un peu tout à l'heure. Des surfaces qui sont supprimées pour les automobiles, des parkings qui sont supprimés. Je ne suis pas pour le tout automobile, mais non plus pour le tout contre l'automobile. Si la question est uniquement sur cette rocade, que je prends souvent aussi, effectivement, elle est en cours d'élargissement vers le Palaïs, San Palo, etc. On ne pourra pas éternellement élargir. Alors, une seconde rocade, il s'agit d'une rocade qui serait à l'est, il est évident qu'elle ne peut pas être dans l'immédiat, dans la banlieue immédiate de Toulouse. Il y a trop de maisons et une rocade nouvelle, large, si vous tenez compte de tout, il faut 100 mètres de large. Donc cette rocade ne peut être que très éloignée à l'est de Toulouse. Voilà. On va passer de l'extérieur de Toulouse à l'intérieur. Alors à l'intérieur du périphérique, Jean-Luc Moudenc, on a parlé, et on va en reparler, des transports en commun. Qu'est-ce qu'on fait pour fluidifier le trafic et justement proposer des transports pour tous? D'abord, il faut avoir une vision pragmatique et réaliste. C'est celle que je défends.
pas de vision dogmatique. Il faut que les Toulousains aient la liberté de se déplacer. Pas dogmatique, ça veut dire de la voiture quand même encore en centre-ville. Ça veut dire que les Toulousains doivent avoir la liberté de se déplacer par le mode de déplacement qu'ils souhaitent, au moment où ils le souhaitent. Et à partir de là, je ne veux pas rentrer dans une vision que j'entends ici ou là, à savoir, on choisit la voiture contre les transports en commun, ou on choisit les transports en commun contre la voiture. Je sais, par expérience, et je crois, qu'il faut à la fois continuer le développement des transports en commun, et en même temps développer un certain nombre d'infrastructures routières. C'est à cette condition-là que l'on répondra aux différents besoins. Concrètement, qu'est-ce que vous auriez fait que Pierre Cohen n'a pas fait pour les transports dans la ville aujourd'hui? C'est simple. Je pense que l'urgence, c'est de relancer les projets métro. Le métro, c'est ce qui attire les gens le plus facilement vers les transports en commun. C'est ce qui relancer, c'est-à-dire extension des lignes actuelles. C'est ce qui leur permet de basculer librement de leur voiture au transport en commun. Donc je propose, et je proposerai aux Toulousains dans les mois à venir, de relancer les projets métro, à la fois pour desservir la Beige, le deuxième bassin d'emploi de Midi-Pyrénées tout de même, et puis d'augmenter, de doubler la capacité de la ligne A, qui est aujourd'hui saturée, et qui accueille parfois jusqu'à 200 000, 220 000 voyages dans la journée. Antoine Maurice, vous qui êtes dans la majorité actuellement, comment jugez-vous ces positions qui ne cadrent pas exactement avec les vôtres, évidemment? Non. La nouvelle majorité, clairement, elle a réorienté la vision de la politique des transports. Cependant, ce que nous déplorons pour notre part, c'est un manque d'ambition dans les moyens, puisqu'aujourd'hui, le plan de déplacement urbain ne répond pas à nos engagements en matière de qualité de l'air, de réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc les solutions seraient les bonnes, mais pas suffisamment nombreuses. Pas suffisamment, notamment parce que les collectivités et les exécutifs locaux n'ont malheureusement pas réussi à se mettre d'accord pour porter cette ambition. C'est pourquoi une des priorités pour nous, c'est de mettre en place l'outil de gouvernance qui permettra de rassembler le conseil régional, le conseil général, la communauté urbaine et les autres agglomérations pour permettre de mettre plus de moyens ensemble et de développer un maillage réel des réseaux de transport de bus. C'est-à-dire concrètement, là aujourd'hui, il y a une ligne de bus cadencée qui arrive beaucoup plus vite. Là où on en met une, on en rajoute deux. C'est ça, doublé. Un exemple concret, effectivement, dans le plan de déplacement urbain aujourd'hui, il est prévu une ligne dite linéo, c'est-à-dire avec un rythme plus fréquent de passage, un parcours dans un quartier, au lieu d'attendre 10 minutes, vous allez attendre 5 minutes. C'est ça. Toutes les 5 minutes, c'est l'exemple de la ligne 16 aujourd'hui. Le plan de déplacement urbain prévoit une ligne par an de cette façon. On en prévoit 2 pour notre part dans un plan de déplacement urbain qui sera révisé. Je précise également que vous souhaitez également l'arrivée du tram canal qui est actuellement en projet encore plus rapidement. Jean-Christophe Célin. Oui, je suis en désaccord total avec Jean-Luc Moudinque. La question, quand on est un responsable politique, c'est pas de faire des faux débats entre les dogmatiques, les pragmatiques, etc. Je le disais tout à l'heure, il y a un impératif social et écologique, un impératif de santé publique. Aujourd'hui, les voitures engorgent les villes et les périphéries. Les embouteillages coûtent 5,6 milliards d'euros par an à la collectivité française avec toutes les incidences que l'on connaît en matière de santé publique. Il ne faudrait pas qu'on se réveille un matin en disant « on ne peut plus du tout circuler ». Et pour ne pas en arriver là, un responsable politique doit se projeter, doit prévoir. Et il faut prévoir donc des transports publics mieux cadencés, plus nombreux. Je prends un exemple. Il faut que la ligne 1 sur Toulouse refasse la boucle sur l'ensemble des boulevards. Il faut des petites navettes propres pour les relations interquartiers. Et il faut remettre sur le chantier ce qui avait été proposé il y a 10 ans, déjà pendant une campagne électorale en 2001, c'est la question du site propre de transport public, comme je le disais tout à l'heure, pour redistribuer l'ensemble de l'agglomération. Enfin, 1 kilomètre de métro, ça coûte 4 fois plus cher que le tramway. Il faut faire du tramway à Toulouse, à la fois pour prolonger les lignes et pour peut-être en faire des nouvelles. Je crois que l'avenir est de ce côté-là et c'est ce que toutes les grandes villes font, et y compris des grandes villes dirigées par des amis comme de Jean-Luc Moudinque, comme M. Estrosi à Nice. Vous évoquez à l'instant un métro plus cher, beaucoup plus cher, mais c'est une option qu'il ne faut pas écarter, selon vous, Serge Larose. Oui, alors s'il s'agit des transports à l'intérieur de Toulouse, je voudrais dire qu'un candidat qui vous dirait « votez pour moi, je vais régler le problème des bouchons, du stationnement et de la circulation », évidemment, c'est de l'escroquerie. C'est pas difficile. Si vous mettez bout à bout toutes les voitures des Toulousains, ça fait 900 kilomètres.
Si vous mettez bout à bout toutes les rues de Toulouse, ça fait 300 km. Voilà. Donc ça, c'est un problème Donc de forcément, départ. ça passe pas. Ça passe pas. Donc il faut essayer effectivement d'améliorer. Alors actuellement, je suis assez d'accord qu'on a commencé avec 2 lignes de métro. Il faut continuer. Il faudrait continuer pour que petit à petit Toulouse dispose d'un vrai réseau, comme Paris par exemple, qui permet d'aller de n'importe quel point à n'importe quel autre par le métro. Et là, il n'y a aucune gêne pour les riverains. Alors le tramway actuellement, on a bousillé les allées Jules Guesde, on va continuer sur le pont Saint-Michel, puis ensuite avenue de Muret, et il y a un grand projet pour aller petit à petit de la gare Matabio à Plaisance-du-Touche. Donc on va démolir des quartiers anciens très beaux comme Saint-Cyprien, Étienne Billière, et puis ensuite l'Ardenne, avec tous les inconvénients qui vont être associés à cette affaire-là, 2 fois moins de surface pour les voitures, impossibilité de se garer, les commerçants qui vont perdre leur clientèle, impossibilité de tourner à gauche, impossibilité de couper. Donc nous sommes contre ce tout tramway. Je pense que le métro est plus cher, ça fait rien, on met un peu plus de temps. Toulouse a 2000 ans, on met un peu plus de temps, mais il faudrait un réseau de métro. Vous voyez, je ne suis pas sectaire, je rends hommage à ceux qui ont choisi l'option métro. Je pense qu'il faut la continuer. Apparemment, dès lors qu'on sort des questions d'immigration, M. Larose ne connaît pas ces dossiers. Oui, mais l'immigration, on va en parler tout à l'heure parce que c'est très important, monsieur. Parce que vous avez parlé non, je ne connais pas mes dossiers, vous les connaissez. Et Matabio, il n'y a pas de projet de tramway entre Plaisance-du-Touche et... Si, il s'agit d'aller jusqu'à Auxonne petit à petit. Oui, non, mais là, c'est pas de ça dont vous avez parlé. Là. Attendez, vous avez parlé du vous cherchez quel genre de querelle, Sur le dossier chaud, actuellement dans les rues toulousaines, c'est le tram. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions dessus, en bien d'ailleurs ou en mal. Il y a beaucoup également de nos téléspectateurs qui nous regardent partout dans la région, qui en arrivant à Toulouse se disent « Ouh là là, ça a changé, comment on va faire, par où on passe ?» Votre position précise sur les projets tram actuellement en cours, Jean-Christophe Sellin. Écoutez, les projets tram qui sont en cours ont été lancés. Il faut regarder... Utile ou pas ce tram? Pardon? D'abord, utile ou pas? Ah oui, bien sûr, utile. Ce que j'ai défendu il y a 2 minutes, je le défends maintenant, évidemment. Le tram est utile. Il faut faire en sorte de multiplier et de généraliser ce qui marche. Et en l'occurrence, ça va marcher sur l'ensemble de Toulouse. Encore une fois, pour des raisons pratiques, pour des raisons de distribution et pour des raisons financières. Parce que, comme je le disais à l'instant, 4 km de tramway égale 1 km de métro. Voilà. Pour notre part, effectivement, nous pensons que l'urgence appelle à choisir des solutions diverses qui permettent de répondre à tous les besoins de déplacement en transport en commun. C'est pourquoi nous privilégions le tramway et les bus à haut niveau de service dans le maillage que nous souhaitons pour l'agglomération, sans oublier la question du vélo, parce que les modes doux permettent aussi de nombreux déplacements. Beaucoup de déplacements font moins de 2 km, donc c'est aussi une réponse importante. C'est pourquoi nous voulons un plan d'urgence de développement du vélo, des pistes cyclables et de l'aide aussi avec des maisons du vélo sur l'ensemble de l'agglomération, par exemple. Alors on est passé de la rocade au vélo, il y a la question de la piétonisation aussi, Jean-Luc Moudinck. Oui, je voulais quand même dire un mot. Il ne faut bannir aucun mode de déplacement. Métro, tramway, bus, piéton, vélo. Simplement, il faut aller au plus efficace. Quand je vois aujourd'hui que le maire sortant, qui d'ailleurs n'éprouve pas le besoin de défendre son bilan, il n'en est peut-être pas très fier, fait des petits bouts de tram, des petits bouts de bus, en faisant en sorte que le tram en question vienne doubler l'offre de métro existante ou doubler par des bus également l'offre de métro existante, je dis que avec le budget que nous avons, avec un état des finances municipales qui est désormais extrêmement dégradé, il faut que les investissements soient calculés au plus efficace et non pas doubler l'offre qui existe à l'heure actuelle. Justement, si on parle d'efficacité, Monsieur Moudinck, vous ne pouvez pas uniquement proposer une ligne de métro supplémentaire. On paye déjà assez cher. Je viens de vous dire que j'étais pour le développement du bus et des autres modes, Monsieur Maurice. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais le métro, justement, on n'a pu faire que 2 lignes de métro qui ont endetté TCO et qui expliquent largement le retard de notre agglomération par rapport par jour dans à les 2 d'autres lignes de métro. agglomérations. C'est ce qui, de plus, est efficace. Enfin, vous le niez, mais les Toulousains, eux, ils l'adoptent. Est-ce que M. Moudinck est pour privilégier les transports publics par rapport à l'utilisation de la voiture individuelle sur la base de ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a une demande sociale de davantage de transports publics et il y a un impératif écologique. Alors voilà il a dit je ne bannis aucun mode de transport, mais voilà. Je vous laisse répondre. Bien évidemment. Moi, écoutez, en plus je le prouve. J'ai mené du début jusqu'à la fin le dossier de la ligne B du métro. Donc mes actes parlent pour moi.
plus que quiconque ici. Non. Donc je suis pour le développement des transports en commun. Simplement, je dis que les transports en commun ne résolvent pas tous les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins différents à tel ou tel moment de la journée. Et qu'il faut donc accepter d'avoir le courage, même si c'est pas dans l'air du temps, de développer des infrastructures routières. En plus, ayons une vision d'avenir. Dans 30 ans, dans 20 ans, la voiture, elle sera plus polluante. Donc je crois qu'il ne faut pas rester sur des visions du passé. Beaucoup de progrès technologiques sont faits, beaucoup de progrès technologiques seront faits. La ville intelligente, elle est à notre portée pour demain. Saisissons toutes les opportunités et ne nous enfermons pas dans des dogmes. Merci, messieurs. Nous nous enfermons pas dans des dogmes, mais nous refermons ce chapitre des transports pour passer à celui du logement, avec notamment un militant de l'association Droit au logement qui est avec nous sur ce plateau. Luc Novales, bonjour. Bonjour. Vous pouvez poser votre question à nos candidats. Alors, si on s'en tient aux chiffres de la fondation, le rapport de la Fondation Abbé Pierre 2013, en France aujourd'hui, la France s'enfonce dans une crise du logement sans précédent. Nous avons 3,6 millions mal logés, ce qui correspond à peu près à 5 millions de situations fragilisées. Nous avons tous les ans un peu moins de 150 000 assignations au tribunal qui finissent par un peu moins de 120 000 décisions d'expulsion, dont la grande majorité sont pour des impayés de loyer. Nous nous retrouvons avec une urgence sociale qui fait que depuis le début de l'année, le 115 est à 95% de refus. C'est-à-dire que les personnes qui dorment à la rue et qui téléphonent au 115 pour savoir où elles vont dormir le soir, il y en a 9 sur 10, plus de 9 sur 10 à qui on dit on n'a pas de solution. C'est aujourd'hui les associations qui assurent par des réquisitions citoyennes cette urgence-là de l'hébergement. Il y a plusieurs centaines de personnes aujourd'hui qui sont hébergées par des associations qui assurent des réquisitions citoyennes. Alors la question que j'avais envie de poser, c'est... Allons-y, venons-en à la question, on vous écoute. La question que j'avais envie de poser, c'est justement dans ce cadre-là, avec pour rappeler le fait que le maire a une possibilité de réquisition qui lui a été donnée par une ordonnance le 11 octobre 1945. Je voulais savoir quelle va être votre position et quelle va être la place que vous allez donner pour sortir de cette crise du logement. D'une part, aux réquisitions dont on entend beaucoup parler, mais qui n'ont pas été encore mises en œuvre. D'autre part, rapidement, au changement, à la récupération de toutes ces surfaces de bureaux qui ont été développées, y compris à Toulouse, et qui les ne logements servent à vacants rien ou les pour éventuels faire du logements logement vacants à la place. Troisièmement, je voulais savoir par rapport à la position que vous allez avoir sur les logements alternatifs, qui sont aussi une réponse quand on pense justement aux logements légers, aux logements coopératifs. Voilà, donc c'est toute une question que je voulais poser aux différents candidats. Merci Luc Novales, un état des lieux et donc une question. Concrètement, on va attaquer par les réquisitions. Vous êtes pour les réquisitions, Jean-Christophe Salin. Alors, d'accord, mais comment on fait? Écoutez, on est en République, il y a des lois qui protègent encore les citoyens et qui permettent de défendre l'intérêt général. Il se trouve qu'après la Seconde Guerre mondiale, là où il y avait une très très forte crise du logement, alors que la crise du logement est beaucoup plus forte maintenant, on a fait la fameuse loi de réquisition. Il suffit que le maire saisisse la préfecture et y compris établisse un rapport de force avec la population. Il ne faut pas hésiter à le dire, notamment avec des associations comme Droit au logement. C'est-à-dire un rapport de force? Un rapport de force, y compris dans la rue, si vous voulez. Quand vous avez des gens qui se mobilisent, les changements ne se font pas à froid, ils se font à chaud. Une municipalité de gauche, une municipalité progressiste n'a pas peur des associations, elle n'a pas peur du mouvement social. Parce que le mouvement social, notamment sur les squats, est déjà dans la rue actuellement. Eh bien, écoutez, il y a des choses à voir, mais pour ce qui concerne les positions de droit au logement, qui sont des positions absolument correctes depuis la création de droit au logement au moment de la lutte de la place de la Réunion en 1991, il faut l'application de la loi de réquisition. Il y a 2000 logements vides. Vous demander combien? 2000 logements vides publics et institutionnels sur Toulouse. Il faut que, d'abord pour des raisons d'urgence, mais aussi pour répondre à cette question du mal logement qui touche le cœur du salariat, les précaires, mais aussi les étudiants, etc., on puisse répondre très concrètement et très rapidement, en attendant la livraison des logements sociaux, dont on pense qu'il en faudrait plutôt
30 000 dans la prochaine mandature comme 20 000. 22 000 qu'il y a là. Ouais. Des logements sociaux et des logements très sociaux, il y a la possibilité immédiate on va y revenir. Restons au d'appliquer chapitre la loi. des Voilà. réquisitions. Serge Larose, sur Donc votre cette question. est précise, c'est uniquement sur les réquisitions. Pour l'instant, parce qu'il Alors, y avait plusieurs questions dans la question de bien Luc entendu, Novales, mais nous on va sommes- essayer de clarifier les choses. Tout à fait. Nous sommes bien entendu contre la réquisition. Je pense par exemple à un Français qui travaille outre-mer, qui a son appartement vide à Toulouse, il va rentrer, il va trouver des gens dedans. parle des logements publics, Des Roms par exemple. Logements publics, dit Attendez, non, Jean-Christophe puisque Sellin. les Roms sont logés On parle des actuellement aux logements frais des publics, monsieur municipalités. Larose. Comment des logements publics? On parle des logements publics vides, on ne parle pas des logements privés. Ou des Des bureaux, logements comme le qui disait Luc appartiennent à la Novales. municipalité. Non, Oui. enfin, la réponse c'est non au Ah, squat la réponse, et c'est non non, à la quoi qu'il réquisition arrive. des logements. Jean-Luc Il y a un Moudin, droit de sur ce- propriété en France, puisque vous parlez de loi républicaine. La propriété privée est On parle des reconnue par la logements publics, Constitution. monsieur Larose. Oui, d'accord. Jean-Luc Moudin, sur cette question très précise de la loi de réquisition et de la possibilité ou pas pour la mairie de réquisitionner des logements. Nous avons une expérience. En 2001, lorsqu'il y a eu la catastrophe d'AZF, il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient privées de logement ou en difficulté de logement. Le préfet, le maire de l'époque, Philippe Douste-Blazy, ont réquisitionné. Donc on a mis en œuvre la loi de 45. À quelle hauteur, on se souvient combien de logements? Réquisitionné sans se fixer un plafond. Mais le problème, c'est que le résultat, vous savez combien il y a eu de logements réquisitionnés? Il y en a eu 40. Autrement dit, on n'a pas répondu aux besoins. Donc la réquisition, c'est la fausse bonne solution, c'est une atteinte au droit de propriété, et c'est surtout une manière de fermer les yeux sur les squats qui se sont développés dans notre ville de manière extrêmement préoccupante dans tous les quartiers. Je suis contre les squats, je suis pour une mobilisation municipale pour évacuer les squats, pour deux raisons. Parce que c'est un droit de la propriété qui se trouve piétiné, mais aussi parce que c'est l'atteinte à la dignité des personnes et des familles qui sont rassemblées à cet endroit. Et en Donc, termes ce que de je veux- bâtiments publics, quand des bâtiments publics sont vides, mais il n'y en a quasiment pas. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Moi, ce que je crois, c'est c'est les qu'il faut chiffres afficher une officiels. politique de logement volontariste et ambitieuse. Je serai le maire qui favorisera on va y venir. l'accès On va y venir plus l'accès de largement tous à les la politique Toulousains de logement, Jean-Luc au Moudin. logement et à la propriété en particulier, au logement tout au long de leur vie. Ça s'appelle le parcours résidentiel. Antoine Maurice, sur cette question des réquisitions, ne vous a pas entendu. Donc sur la réquisition, nous sommes également favorables à l'application de cette ordonnance. Ce que n'a pas fait l'actuelle majorité dont vous faites encore partie. Donc nous voulons notamment, elle est compliquée quand même, la mise en œuvre des réquisitions, donc nous voulons notamment utiliser la possibilité ouverte par l'ordonnance de Cécile Duflot de transformer des bureaux en logement. Et là, pour le coup, il y a 72 000 m² à Toulouse de bureaux neufs vides, 150 000 m² aussi de bureaux non utilisés. Donc ces bureaux-là, nous voulons les utiliser pour les transformer en logement. Et là-dessus, je pense que la nouvelle ordonnance va permettre d'aller plus vite pour les réquisitions. Oui, mais ces bureaux n'appartiennent pas au domaine public. Ces bureaux sont privés, monsieur. Donc c'est bien ça, vous voulez réquisitionner Pas forcément des biens tous. immobiliers qui appartiennent à des privés. Attendez, Ah, si. expliquez. Les bureaux, Antoine c'est bien Maurice. ça. Répondez. Non, c'est pas forcément, c'est des bureaux notamment qui avaient été créés pour justement accueillir de l'activité économique qui ne sont pas utilisés. Et l'ordonnance de Cécile Duflot permet la transformation de ces bureaux vides en logements, et ça paraît indispensable quand on voit les chiffres. Donc vous allez qu'a rappelé forcer, le vous DAL allez obliger en les termes de propriétaires, besoin de logement vous aujourd'hui allez sur notre obliger les territoire. propriétaires à transformer ces bureaux en logements. C'est bien ça. On élargit la problématique du logement avec, vous l'avez déjà abordé, hein, Jean-Christophe Sellin, décidément vous avez toujours un coup d'avance, les logements sociaux. Je vous remercie de le noter dans le débat. Les logements sociaux, dans le débat j'entends, dans le débat évidemment. Les logements sociaux, il en faut plus. Il en faut plus, mais pour qui et pour quoi faire? Permettez-moi quand même de... Rapidement, là pour le Très coup, rapidement. vous prenez un coup de retard. Là. Je veux dire, Jean-Luc Moudin et encore plus Serge Larose ont montré la vraie nature de leurs propositions. On défend soi-disant la propriété privée alors qu'on parle du parc public et institutionnel. Oui, dans le parc institutionnel, quand il y a des logements qui servent à la spéculation et qu'il y a une urgence sociale, la logique républicaine veut qu'on réponde d'abord à l'urgence sociale par rapport à la spéculation. Et oui, nous réquisitionnerons ces logements. Sur la question des logements sociaux. Les logements sociaux, il faut introduire une proportion beaucoup plus importante de logements très sociaux. Je prends un exemple. Un couple aujourd'hui qui est au SMIC a beaucoup de mal à obtenir un logement social. Donc oui, paradoxalement. Donc il faut revenir à des quotas de logements très sociaux, et c'est la maîtrise du foncier de la part de la municipalité qui permettra dans les constructions de pouvoir avoir des logements sociaux, et dans ces logements sociaux, une part très importante de logements très sociaux. Serge Larose, sur cette question des logements sociaux. Écoutez, les logements sociaux, je voudrais quand même faire une remarque. Je connais beaucoup de couples français qui n'arrivent pas à obtenir un logement, alors qu'apparemment, il y a une priorité d'attribution des logements
aux étrangers. Je trouve ça totalement anormal. Tout le monde sait que certaines municipalités ont été condamnées à loger dans des hôtels à 80 € par jour des Roms. Je trouve ça parfaitement scandaleux. Donc nous sommes pour une priorité de toute l'action sociale en faveur des Français, des couples français, et ça n'est pas le cas maintenant. C'est la préférence étrangère qu'on appelle de la discrimination positive. Antoine Maurice. Évidemment, en totale opposition à ce qui vient d'être dit, puisque nous sommes favorables à l'égalité républicaine pour notre part. Concrètement, ce qui vient d'être dit, c'est faux. Il n'y a pas de priorité aux sûr. étrangers sur l'attribution des logements sociaux. Bien sûr que c'est faux. Sur la question du logement, je crois que dans la question, il y avait beaucoup de propositions à juste titre, parce qu'il faut une diversité de réponses. Bien sûr, augmenter les logements sociaux. Alors aujourd'hui, sur Toulouse même, on a atteint les 20% de la loi d'avant. Aujourd'hui, on doit atteindre les 25% de la loi Duflot, donc il faudra continuer, poursuivre le développement et aussi penser à un équilibre territorial sur l'agglomération, puisque c'est à cette échelle que s'élabore le programme local de l'habitat. Mais nous proposons également d'avoir un programme d'accession sociale à la propriété et aussi envisager la prise de compétence de l'hébergement d'urgence, ce qui sera permise a priori demain dans le cadre de Toulouse Métropole. Nous souhaitons pouvoir porter au plus près cette question pour faciliter vous reprenez à votre la charge mise en œuvre. La mise en œuvre de l'hébergement d'urgence. Ce serait un transfert de l'État avec les moyens bien sûr afférents, mais ça, je crois, facilitera aussi la mise en œuvre de l'hébergement d'urgence qui effectivement aujourd'hui est saturé. Le maire sait peut-être mieux que le préfet quels logements sont disponibles et dans la mise en œuvre, ça nous paraîtra effectivement beaucoup plus efficace. Enfin, la question effectivement de la troisième voie de l'habitat est pour nous fondamentale et nous sommes favorables à développer les formes d'habitat participatif dans l'ensemble des programmes d'aménagement, parce qu'aujourd'hui, ça répond à une demande aussi sociale d'avoir un partage d'espace en commun, d'avoir une nouvelle forme d'habitat, de la même manière que l'habitat léger est pour nous une réponse, puisqu'aujourd'hui, l'urgence du logement est telle qu'il faut un panel de solutions. Les logements sociaux, Jean-Luc Moudin, qui ensuite on élargit à la problématique de l'urbanisme également, qui est imbriquée évidemment dans cette question du logement. D'abord, les logements sociaux. En matière de logement, il faut parler de Toulouse, des besoins des Toulousains, et surtout l'idée qu'on doit répondre aux besoins qui ne sont pas les mêmes à tel ou tel moment de la vie et dans telle ou telle situation. Alors qu'est-ce qui manque, par exemple, aujourd'hui? Eh bien, pas de vision politique et dogmatique là aussi, c'est comme pour les transports. Oui, il faut augmenter l'offre d'hébergement d'urgence. Oui, il faut davantage de logement social. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le logement social doit être de piètre qualité. Il faut aller vers la qualité. Et puis surtout l'accession à la propriété. Vous avez beaucoup de jeunes actifs qui ont du mal. Eh bien, il faut les aider avec des prêts à taux zéro pour qu'ils accèdent à la propriété. L'accession sociale à la propriété, l'accession moins sociale, le logement intermédiaire ou le logement à prix abordable, qui est à mi-chemin entre le logement social et le fait de se rendre propriétaire de son logement. Autrement dit, là aussi, il faut que la collectivité offre une palette variée pour que chacun puisse faire son choix selon ses besoins. Et c'est l'objectif que je me suis fixé. Sur la problématique plus générale de l'urbanisme, on parle aujourd'hui parfois, Serge Larose, de densification urbaine, de construction d'immeubles de plus en plus nombreux. Votre position par rapport à cette logique plus générale de l'urbanisme? Très rapidement sur le sujet précédent quand même. Le vrai problème, pourquoi il y a un problème de logement? Parce que la France est en voie de tiers-mondisation, de paupérisation. Si les Français trouvaient un emploi, si les Français étaient correctement payés, parce que le SMIC c'est devenu un salaire maximum maintenant pratiquement, si les Français avaient du travail et avaient un salaire convenable, il n'y aurait pas de problème de logement. Le problème de logement, il vient de la paupérisation qui est due aux gouvernements de droite comme de gauche qui sont en France depuis 40 ans. Voilà, la responsabilité, elle est là. C'est la pauvreté qui ne fait qu'augmenter. Si vous mais regardez... quoi qu'il en soit, aujourd'hui, concrètement, il faut faire quelque chose pour ces gens qui ont du mal à trouver un logement. Les gens ont du mal à trouver un logement, oui. Alors, ou un mal plus global à vivre dans les grandes villes, notamment les grandes villes de plus en plus chères. Oui, mais alors autre chose. J'ai appris par la presse et par Internet qu'il y avait 5000 familles nouvelles qui venaient s'installer à Toulouse par an. Je voudrais savoir quelle est l'origine de ces familles, n'est-ce pas? Parce qu'il est impossible de loger 5000 familles supplémentaires tous les ans. Ou alors on va prendre l'argent encore dans les poches des Français, ils n'en peuvent plus de la fiscalité, pour construire des logements. Et puis, puisqu'on va parler d'urbanisme et de la qualité du logement, mais tout ce qui vient d'être fait dans les années que nous terminons maintenant, tout ce qui a été fait par exemple à Montaudran, au terminus du métro, à Borde-Rouge, mais c'est horrible. On est revenu aux années 60 en pire.
des immeubles laids avec coursives qui se regardent serrés les uns contre les autres. Il faut aller voir à Montaudran. Les magasins, les commerces qui se sont installés, ils n'ont pas tenu, ils ont été braqués 2 ou 3 fois. Ils sont partis. Il faut parler de ça. La politique, c'est quand même la réalité toulousaine. Répondez là-dessus, Antoine Maurice. J'invite tout le monde à aller voir ce qu'on a construit à Borde-Rouge. On enlaidit cette ville de Toulouse. On a bien compris votre position, Serge. Répondez sur ce chapitre, Antoine Maurice. Oui, sur cette question, Borde-Rouge, c'est effectivement pas le meilleur exemple de développement urbain, puisque c'est un projet qui avait été porté par M. Moudinque. Mais pour notre part... Vous confondez la place sud et la place nord, monsieur. Attendez. Nous défendons... Vous allez répondre, Jean-Luc Poulin. Nous défendons pour notre part, effectivement, de la densification douce, c'est-à-dire que pour nous, la densification, d'abord, c'est une nécessité parce que l'étalement urbain a produit justement tous les dysfonctionnements dont on a parlé en termes de transport, pas de possibilité de se déplacer. Densification douce, concrètement, c'est quoi? Alors, c'est des justement, immeubles, mais je pas vais très donner hauts. un exemple concret, c'est que densifier ne veut pas dire forcément des grands immeubles, des grandes tours. On peut densifier, comme on dit, horizontalement, c'est-à-dire juste augmenter d'1 ou 2 niveaux. D'accord. C'est l'exemple, par exemple, que je donne des chalets. C'est un quartier le plus dense de Toulouse. Je crois que c'est un quartier où l'on aime vivre et on veut développer cette densification dans la ville. Répondez sur le dossier Borde-Rouge. Borde-Rouge, monsieur Maurice ne le sait peut-être pas, mais il y a eu 2 phases dans le projet. La phase de Borde-Rouge Sud, autour de la place Froidure, effectivement, c'est notre équipe qui l'a mise en œuvre et je crois que quand on y va, on peut être satisfait et fier de ce qui a été fait. Par contre, la place Nord, qui a été développée ces dernières années, effectivement, je trouve qu'il y a une anarchie architecturale, il y a des hauteurs excessives. Moi, je suis pour construire. Simplement, il faut nuancer la densité. Si vous plaquez le principe de densité de manière uniforme partout, alors effectivement, il y a des erreurs d'urbanisme. Il faut le nuancer. Il faut par exemple que dans les quartiers pavillonnaires, on puisse garder le caractère pavillonnaire de ces quartiers, et dans d'autres endroits où, au contraire, on peut avoir davantage de hauteur, davantage de gestes architecturaux, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc là aussi, évitons de plaquer une vision toute faite. Au fond, une vision dogmatique. Rapidement, pour conclure sur ce dossier de l'urbanisme, vous vouliez dire, rajouter quelque chose? C'est évident. Jean-Christophe Célène, très rapidement. Oui, il faut maîtriser l'urbanisme sur Toulouse et les propositions d'Antoine Maurice sont plutôt correctes et on les partage. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur ce que le Front National a dit sur la question de la paupérisation. Oui, il y a une paupérisation parce qu'aujourd'hui, c'est la finance qui gouverne. Donc si M. Larose est pour prendre les centaines de milliards au capital qui manquent dans les recettes publiques, il fera un grand pas en avant et un grand pas vers la gauche. Mais ce n'est pas ce qu'il propose. Il propose de faire le tri entre les Français. Et la dernière fois qu'on a fait le tri dans notre population, c'est en 1940 et ça nous laisse de mauvais souvenirs. Oui, très bien. Je m'y attendais. Oui, je voudrais dire... Répondez là-dessus rapidement. Oui, très bien. Je voudrais dire, donc, avec ces 5000 familles qui arrivent, et puis à partir du 1er janvier... Non, mais répondez la à ce Bulgarie qu'a et dit la Jean-Christophe Roumanie Célène. qui rentrent... L'état des lieux, vous nous l'avez déjà exposé. Mais à Montaudran, vous avez Jean-Christophe 400 Célène. caravanes. 400 caravanes avec des belles Mercedes ou des belles BMW de Rome. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, vous répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question de Jean-Christophe Célène. Qu'ils n'ont pas occupé. Allez, on referme le On a accepté chapitre 1 du 500 logement. 000 pieds noirs, on peut accepter 17 000 Roms. On répond, s'il vous plaît. On referme, s'il vous mais plaît. là, on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer ça, monsieur. D'assimiler les pieds noirs qui sont rentrés en France avec les Roms, je n'accepte pas, monsieur. Ce sont des personnes humaines, c'est l'humanité universelle. Que la Roumanie, je souhaite que les Roms soient heureux et que la Roumanie s'occupe de ses Roms. Très bien. Que l'Algérie s'occupe des Algériens et la France pourra s'occuper des Français. Merci, Quand vous parlez de bonheur, on est inquiet, monsieur Larose. Oui, vous êtes inquiet, mais moi je suis beaucoup pour la France et les années qui viennent. Le bonheur, il passe aussi par la sécurité, la tranquillité, le vivre ensemble. Dans les feux, troisième chapitre de cette émission. Je vous laisse reprendre vos esprits. Messieurs, dans les feux de l'actualité, ces derniers mois, notamment, les commerçants braqués et notamment les bijoutiers. Ah, voilà. Avec nous, donc, pour poser une question, Philippe Pujol, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident de la Chambre professionnelle des horlogers bijoutiers joailliers de Midi-Pyrénées. Posez votre question à nos invités. Oui, messieurs, bonjour. Je voudrais donc que vous sensibilisez un petit peu donc, à la sécurité, tout d'abord des Toulousaines et des Toulousains, mais également à la sécurité des commerces, notamment les commerces à risque. Vous n'êtes pas sans savoir que les braquages sont de plus en plus violents, notamment en ce qui concerne les bijoutiers. On l'a vu dernièrement sur Marseille. Dans la région toulousaine, sur les 10 derniers mois, il y a eu 3 agressions très très violentes, dont un de mes collègues a quasiment perdu un œil.
Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un problème important qui touche tous les commerces, notamment le commerce à risque. Donc j'aimerais savoir si, notamment dans le centre-ville de Toulouse et près des commerces dits à risque, vous comptiez mettre des caméras de surveillance pour surveiller justement tous les aléas de tous ces délinquants qui forcément font des repérages avant de passer à l'acte et qui nous permettraient justement de pouvoir remonter la trace de ces gens-là pour pouvoir les appréhender et limiter également tous les problèmes que nous pourrons rencontrer au quotidien et qui vraiment nous gâchent vraiment la vie très très souvent. Merci à vous de cette question, Philippe Pujol. Antoine Maurice. Oui, alors je vais répondre à votre question. Vous développez dans votre réponse le présupposé que la vidéosurveillance serait une réponse efficace. Or, à ce jour, je rappelle qu'il n'y a aucune étude qui a montré la réelle efficacité de cet outil. Donc nous ne voulons pas une réponse dogmatique de dire on va mettre de la vidéosurveillance, dont je rappelle par ailleurs qu'elle est quand même une atteinte aux libertés individuelles et que donc elle ne peut être qu'une exception. Pour notre part, d'abord, nous préférons parler de tranquillité. Je crois que ce que vous aspirez, auquel aspirent les Toulousains, c'est d'être en tranquillité. La sécurité, c'est d'abord un sentiment, un état d'esprit. Donc nous voulons répondre à ce souci de tranquillité légitime. Pour notre part, il n'y a pas donc de solution miracle, il y a un panel de réponses qui va... On va y venir à des réponses plus sociales d'ici quelques instants. Okay. Vous avez déjà répondu notamment au chapitre sur la vidéosurveillance. Jean-Luc Moudenc. La sécurité sera ma priorité si les Toulousains me font confiance. Avec un engagement volontariste et actif de la municipalité qui fait gravement défaut. On est la seule grande ville de France qui n'a pas choisi la vidéoprotection ces dernières années. Si on prend concrètement l'exemple de Philippe Je réponds directement, monsieur. Je réponds directement, monsieur. Je pense qu'effectivement, avec les représentants des professionnels qui sont en première ligne, on a les statistiques. Il y a les bijoutiers, il y a les tabac-presse. Il faut travailler. Il faut mettre en œuvre un plan global sur l'ensemble de la ville. Ça fait partie de ce que j'appelle le diagnostic territorial de sécurité. C'est un terme un peu techno, mais qui a le mérite de montrer que cette question, il faut la prendre sérieusement, froidement, et non pas par, je dirais, des postures politiques positives ou négatives. Et il faut effectivement identifier quels sont les risques, là où ils sont, et adapter une réponse, développer des caméras, plusieurs centaines de caméras. D'autres villes l'ont fait, Lyon, Montpellier, Strasbourg. On est les seuls à ne pas avoir fait ça. Et puis il faut aussi, parce que la caméra, ce n'est pas la solution à tout, il faut doubler les effectifs de terrain de la police municipale. J'y suis déterminé. Et puis, un outil a été créé par la municipalité sortante, qui est l'Office de la tranquillité, le 3101. Moi, je dis pourquoi pas. On n'est pas là pour détruire tout ce qui a été fait par les prédécesseurs. Simplement, il faut lui donner une dimension d'efficacité. Il faut le réformer. Il faut mettre ensemble, derrière le PC sécurité, pas simplement des gentilles personnes qui sont sympathiques au bout du fil. Il faut la police municipale, il faut la police nationale, il faut la coordination des forces publiques. Et tout ça grâce à une coopération renforcée, une complémentarité renforcée, avec une convention modifiée entre l'État et la ville. On va rentrer dans certains détails de ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Jean-Christophe Célin. Moi, je suis en désaccord total avec ce que Jean-Luc Moudenc vient de présenter. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on est dans une logique républicaine. La logique républicaine, c'est deux choses. Premièrement, service public de la police. Sous les années Sarkozy, paradoxalement, et encore maintenant, sous Manuel Valls, car je le dis, mon ami François Delapierre a fait un excellent livre qui s'appelle « Les coupables sont à l'intérieur ». Le service public de la police est non seulement dévalorisé dans ses missions, mais les postes et la formation des personnels est à la baisse. Donc il faut un vrai service public de la police. C'est l'État, c'est pas la ville. C'est l'État, c'est une mission régalienne. La police municipale doit avoir des missions de circulation et de médiation, comme elle l'a actuellement. Il ne faut ni doublement de la police municipale, ni armement de la police municipale, ni vidéosurveillance. Et je le réponds très tranquillement au monsieur qui est bijoutier. Comme nous sommes en République, nous ne sommes pas pour des droits spécifiques pour les bijoutiers par rapport au bureau de tabac, par rapport aux autres. La police doit faire son travail, elle doit être dans les quartiers, elle doit connaître les gens, donc il faut le retour de la police de proximité et nous sommes contre la vidéosurveillance. Mais il faut de l'humain d'abord. Et dans les quartiers notamment, il faut des concierges dans les immeubles, dans les écoles, on y reviendra. On va revenir sur le vivre ensemble. C'est une logique très différente de celle de la droite. Exactement, voilà. Donc on va revenir sur le vivre ensemble, sur le lien social. On répond d'abord à Philippe Pujol, Serge Larose.
Oui, alors je crois que si on veut soigner un mal, il faut commencer par faire un diagnostic, n'est-ce pas? Donc il y a de la délinquance, depuis la petite délinquance, on vous raye la voiture avec un clou, jusqu'à la grande délinquance, une joggeuse qui est violée, assassinée. Là, on parle les commerçants, braqués, mon buraliste, 3 fois braqué cette année, là où j'achète le journal le matin. Alors, d'où elle vient, cette délinquance? Pourquoi y a-t-il cette délinquance? Parce que les gouvernements de droite et de gauche, qui sont en France depuis 40 ans, ont laissé installer le laxisme, parce qu'on a supprimé tout ce qui empêchait, on a supprimé la peine de mort, on a supprimé la perpétuité, on a supprimé l'inculpation. Attendez, donnez-moi, j'ai moins utilisé mon temps de parole. On a supprimé. Excusez-moi, Serge Arroz. Oui. Je vais demander au public de ne pas applaudir parce que. Oui, surtout la peine de mort. Non, mais on ne s'entend plus. Non, mais je suis pas en train de dire c'est bien ou pas. Sinon, sur le plateau, à commencer par moi. Merci. Donc Serge Arroz, terminé. Voilà, il est contre la peine de mort. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mohamed Merah, il a été condamné à mort et exécuté par le gouvernement français. Vous vous écartez de la non, question. Je ne m'écarte pas, monsieur. C'est pas la peine de commerçants. parler de l'insécurité si l'on ne dit pas d'où elle vient. Elle vient du laxisme des gouvernements de gauche et de droite qui ont tout supprimé. Et nous en arrivons maintenant à ce que les policiers... Donc la solution vient de l'État, pas du maire. Si, les deux. Le maire est officier de police judiciaire. Mais j'ai des policiers dans mes sympathisants et dans mes militants. Ils n'ont aucun pouvoir. J'ai des policiers, pas une semaine qui se fassent traiter de sales flics, de sales blancs, fils d'une pute et d'un porc. Je le dis. Voilà. Et quand ils vont voir le maire en disant voilà ce qui m'arrive, eh bien on ne fait rien. Tant que les policiers n'auront pas du pouvoir, tant qu'on n'aura pas sorti le syndicat de la magistrature avec le mur des cons, lorsqu'on n'aura pas rétabli un ordre républicain, vous ne l'êtes pas. C'est certainement pas ces messieurs qui vont rétablir l'ordre et qui vont protéger les bijoutiers. Jean-Luc Boudingue, sur le rôle du maire. Non, s'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas applaudir, sinon je n'entends pas mes invités ne m'entendent pas, et c'est très compliqué pour faire un débat. Jean-Luc Boudingue, sur ce rôle qu'a le maire en matière de sécurité. Les choses ont changé. Depuis la loi Jospin, depuis les lois Sarkozy, depuis grosso modo une vingtaine d'années, les choses ont changé. Le maire a un rôle important. Il doit travailler avec l'État. Il y a également tout le volet prévention, où le maire doit être sur les quartiers, auprès des publics à risque. Il y a des animateurs. Moi, j'aimerais que les animateurs de la mairie travaillent avec les éducateurs du conseil général, voyez, pour avoir une politique de prévention un peu plus efficace. Le maire, il préside un certain nombre d'instances. Il faut qu'il veuille. Quand on parle par exemple des îlotiers qui iraient sur les zones de sécurité c'est le prioritaires... rôle de la police municipale. Le rôle de la police municipale, à partir du moment où vous doublez les effectifs, vous avez plus de possibilités. Vous avez la possibilité d'avoir une police municipale qui est visible, qui est sur le terrain, pas uniquement dans le centre-ville, et pas uniquement de manière symbolique. Vous avez la possibilité de faire des brigades de nuit. Moi, je veux que l'on remette en place les brigades de nuit de la police municipale. Jusqu'à 3 heures du matin ou 5 heures du matin, je veux qu'il y ait des interventions rapides, qu'on ne soit pas uniquement dans la posture. Ils n'ont aucun pouvoir, vos policiers, ils ne peuvent rien faire. Vous pouvez mettre un policier derrière chaque Français, derrière chaque bijoutier. Monsieur Larose, il n'a aucun pouvoir, il ne peut même pas intervenir quand quelqu'un est tabassé dans la rue. Ne racontez pas n'importe quoi. Il faut que le policier municipal exerce la plénitude de ses attributions, mais qu'il le fasse en coopération, en complémentarité avec la police nationale. S'il n'y a pas de coopération avec la police nationale, ça ne peut pas se faire. À Toulouse, une vieille dame tabassée par 2 voyous au sol devant la poste. Il faut rien faire. Si les policiers sont arrivés, le maire ne doit rien faire. Le policier n'a pas le droit de toucher à ces messieurs. Il faut leur donner des ordres. Il faut leur demander gentiment s'ils acceptent les menaces. Encore faut-il que les policiers municipaux... la police. Je les ai armés, moi. Vous racontez n'importe quoi. C'est moi qui ai armé la police municipale. S'il vous plaît, on laisse répondre Antoine Maurice. C'est gravissime la situation de l'insécurité. Arrêtez d'exploiter le malheur des gens. Dites des choses sérieuses. S'il vous plaît, messieurs. Serge Arroz. J'ai armé la police municipale. Ne dites pas le contraire. Mais il s'agit d'une élection municipale. Il s'agit d'une élection municipale. Restons dans l'élection municipale. S'il vous plaît. L'immigration et la sécurité, la drogue, les armes. Antoine Maurice, restons dans l'élection municipale. Si on peut de la réalité. On peut reprendre un peu de Laissez parler les autres. Et de ne pas raconter n'importe quoi aux gens. Antoine Maurice, si on pouvait revenir au réel débat. Antoine Maurice, pour vous, la solution, ce n'est pas forcément la police. C'est surtout que là, j'entends surtout des discours, des postures. S'il vous plaît, je vais demander, excusez-moi, je vous coupe, parce qu'une fois de plus, j'en perds mon stylo. Je vais demander à nos amis dans l'assistance d'être calmes, sinon je ne vous entends pas et le téléspectateur ne vous entend pas également. Allez-y. D'autant que j'aimerais revenir effectivement à qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement plutôt que de s'enfermer dans des postures ou des combats dont je laisse la droite et l'extrême droite se régler leur compte.
Nous, ce que nous proposons, c'est d'avoir plusieurs réponses, puisqu'il n'y a pas la réponse magique, et notamment pas la caméra à généraliser. Donc la réponse est sociale, peut-être? Entre autres, nous croyons beaucoup, nous, au triptyque vigilance, médiation, répression. Donc effectivement, bien clarifier le rôle de la police nationale, qui est chargée de la répression notamment. Donc nous, la police municipale, nous voulons une police de proximité. Nous croyons aussi beaucoup à la médiation. Il y a des exemples qui marchent, notamment à Montreuil, où ils ont développé un service de médiation, à la fois embaucher des médiateurs sur l'espace public, mais aussi former des habitants à la médiation pour démultiplier effectivement la présence humaine qui reste le cœur de nos propositions. Enfin, un point sur tout ce qui est espace public. Souvent, la tranquillité revient quand on se réapproprie l'espace public. Je prends souvent l'exemple de la place Belfort, où on a un exemple réussi de co-construction avec les habitants, qui se sont réappropriés la place en organisant un marché de nuit, des événements, et on voit que cette place, qui était peut-être vécue comme anxiogène avant et avec des difficultés, reprend vie par le vivre ensemble, par des présences avec les habitants. Le vivre ensemble, ça fait également partie de votre programme. Mais oui, le vivre ensemble, l'humain d'abord. Bon, d'abord la question qui est posée, c'est que plus la société est pauvre, plus les gens ont tendance à voler. Bon, donc la question qui est posée. Pour vous, l'insécurité, elle est d'abord économique. L'insécurité, elle est d'abord sociale. La sécurité, donc, doit être d'abord sociale. Je renvoie à la sécurité sociale, à la protection sociale, aux retraites. Si on a un emploi, si on a un bon transport en bas de chez soi, une plage en crèche, une école pour ses enfants, etc., c'est un élément de sécurité sociale. À Toulouse aussi, la question de la sécurité écologique est valable plus qu'ailleurs. On a vécu à ZF, il y a les bombes à retardement des ballastières dans la Garonne, il y a la gare Rénal avec les wagons de combustible qui se sont renversés il y a quelques jours en pleine ville. Donc la sécurité, elle est au niveau de l'environnement aussi. Et quand on dit l'insécurité, on doit chasser tous les délinquants et pas simplement la question de la joggeuse dans le bois, etc. La grande délinquance, 60 milliards d'évasion fiscale, 60 milliards de fraude fiscale. Voilà la chasse à la délinquance. Voilà la chasse, y compris au blanchiment, aux mafias internationales qui organisent y compris les réseaux de prostitution. Mais apparemment, la droite et l'extrême droite ne veulent pas s'attaquer à ces gens-là qui font partie de l'oligarchie, qui font partie de leur monde. C'est un contexte global. C'est pas le maire qui va pouvoir s'attaquer à ça. Oui, mais on est dans la 4e ville de France. Les élections municipales, cher ami, sont une élection nationale. Répondez rapidement sur ce chapitre, Jean-Luc Moudenc. Moi, je vais répondre de manière très ferme. Le problème de la sécurité à Toulouse est devenu un gros problème. Les atteintes à la tranquillité publique se sont multipliées. Ouais. L'espace public est de plus en plus dégradé. Rapidement, par sinon tout ça. Vous n'aurez pas le temps Il de faut conclure. donc un engagement très clair des candidats, une volonté ferme. Moi, je l'ai, mais pas en racontant n'importe quoi. Et puis, dernier point, il faut faire de la proximité. Nous rétablirons les maires de quartier. Ils auront un rôle fondamental entre les autorités et la population sur ces questions-là qui empoisonnent la vie des Toulousains. Serge Arros, pour conclure sur le chapitre, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Noviello, vous avez choisi 3 sujets, donc je suis discipliné, je suis d'accord. Enfin, il y a un problème gravissime Est-ce que ça passe par ce que vient de dire Jean-Christophe Seller ? La voie est libre, donc je voudrais dire quelque chose. C'est qu'actuellement, il y a quelque chose de gravissime qui se passe en France. C'est un basculement de population, le remplacement d'une certaine population française par une population immigrée. Je parle de l'islamisation de la France. À Basso-Cambo, le vendredi, le parking est plein de gens qui font la prière face à la Mecque. Je leur donne la direction, c'est 127 degrés. Non, voilà, ces messieurs nient ce problème-là. Les Français n'en peuvent plus d'une certaine immigration. Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou est-ce qu'un sujet tabou ? Pour vous, elle est source d'insécurité, mais pas pour les autres candidats, apparemment. Il y a un lien entre le trafic de drogue et une certaine immigration, entre les armes à Marseille. Donc pour vous, ils sont coupables de tout ? Non, mais pourquoi ? La politique, je crois que le b.a.-ba, c'est de bien vouloir regarder la réalité en face. Ce phénomène de l'immigration islamique en France est gravissime. C'est un changement de population. On va conclure. Donc je note, on n'en parle pas, c'est tabou. Je note. Ça, c'est votre vision des choses. J'estime que vous avez eu l'occasion d'en parler. Alors, non, messieurs, vous ne donnez pas l'occasion. Vous avez choisi d'autres sujets pour aujourd'hui. Messieurs, la sécurité... C'est un sujet tabou, je sais. Alors, on vient d'en parler pendant un quart d'heure. C'est votre opinion. Vous ne deviez pas être là, on peut répondre là-dessus. Alors, non. Sinon, vous n'avez plus le temps de conclure. Alors, messieurs, vous représentez, s'il vous plaît, messieurs... Les immigrés ont construit la France. Messieurs, vous allez perdre votre temps de conclusion. Vous allez perdre votre temps de conclusion si vous continuez. Alors, vous représentez tous ici des formations politiques. Vous nous les avez expliquées en début d'émission. Mais il y a un autre candidat
qui, lui, a décidé de se déclarer sans étiquette, une candidature individuelle, personnelle donc. Il s'agit du sénateur radical de gauche de Haute-Garonne, Jean-Pierre Plancade. On l'écoute et juste après, à vous de conclure, messieurs. Le sens de ma candidature est très simple. Aujourd'hui, quand on regarde la situation politique à Toulouse, on voit deux candidatures prégnantes. L'une qui est celle du Parti socialiste avec le maire sortant, voilà, qui est un maire quand même qui n'est pas admis par les Toulousains. Il a du mal, les Toulousains ne s'identifient pas. Et l'autre par un candidat UMP qui a été aux affaires pendant 20 ans et qui a eu l'honneur d'être maire pendant 4 ans. Et à l'issue de son mandat, les Toulousains lui ont préféré quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Et quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans la presse, la constitution des listes, etc., je me rends compte d'une chose, que c'est pas l'intérêt de Toulouse. Pour le moment, c'est la lutte des places. Dans les deux partis, vous voyez bien que c'est la lutte des places. Et moi, finalement, ce qui me différencie de façon fondamentale avec ces deux candidats, c'est que eux, ils aiment le Capitole, et moi, j'aime les Toulousains. Et c'est une différence de fond. Émouvant. Pour conclure, messieurs, quel est le dernier message que vous souhaitez faire passer aux citoyens et éventuellement à vos futurs électeurs? Jean-Christophe Célin. Aujourd'hui, il faut faire des choix importants au niveau national et au niveau local, et ces élections municipales sont l'occasion de le faire. Il faut résister aux politiques d'austérité et faire des choix nouveaux pour les populations en matière de transport public gratuit, en matière de régie publique de l'eau, en matière de services publics de proximité, en matière de développement culturel, d'emploi dans les quartiers populaires. Donc nous appelons à un grand rassemblement social, écologique et démocratique autour de la liste Place au Peuple avec le Front de gauche pour mettre en œuvre ces changements et cette mobilisation nécessaire. Merci à vous. Antoine Maurice, un dernier message que vous souhaiteriez envoyer aux citoyens toulousains qui nous regardent. Oui, je crois qu'on voit que le monde change, Toulouse a changé, avance, mais pour aller où? Et aujourd'hui, nous avons besoin de sens. Les citoyens, je crois, sont prêts. Toulouse est prête à passer au vert. Il y a beaucoup d'expériences qui le montrent sur notre territoire. Donc j'invite les Toulousains à nous retrouver le samedi 23 novembre pour l'éco-citoyen, qui est une agora, lors de laquelle nous voulons co-construire le Toulouse de demain, une ville en transition qui porte la transition écologique pour toutes et tous, pour chacun et ensemble. Merci à vous. Vous nous avez parlé du 23 novembre. Je rappelle quand même, avant qu'on termine, que le scrutin des municipales se tiendra, lui, les 23 et 30 mars. Encore ce dernier message que vous souhaitez envoyer aux citoyens. Serge Larose. On a essayé de faire croire aux Français depuis des années qu'il y a deux solutions et deux seulement. Soit la droite, UMP, ex-RPR, avec ses alliés UDF, UDI, Modem, etc. Soit la gauche socialo-écolo-communiste. Alors maintenant, il y a une troisième force qui est le Front National. Et je crois que tout le monde n'a pas mesuré l'énormité de la vague de Français qui vient vers nous parce qu'ils ouvrent les yeux. Alors je dis aux Toulousains, si vous voulez continuer à zapper un coup à droite, un coup à gauche, ne vous plaignez pas ensuite que nous ayons en France la situation que nous connaissons, l'immigration, l'islamisation, l'insécurité, la dette, le chômage, la perte de souveraineté. L'UMP et le PS-PC sont responsables de cette situation. Je crois que les Français, vous verrez la surprise aux 4 élections qui viennent dans les 2 ans à venir, vous verrez que les Français ouvrent les yeux et ils feront confiance à celle, Marine Le Pen, qui est capable de changer la situation de la France. Voilà mon message aux Toulousains. Merci à vous. C'est maintenant à vous, Jean-Luc Moudenc. Vous avez 1 minute pour délivrer le dernier message que vous souhaitez faire passer à vos électeurs potentiels. Une métropole plus forte, une vie quotidienne plus agréable à vivre, c'est ma ligne de conduite. J'aime Toulouse, je suis sincère, je présenterai une équipe à la fois renouvelée, une équipe de compétences, une équipe d'expérience, une équipe pragmatique, qui sera dans la proximité avec vous. Ne dispersez pas votre vote au premier tour, qu'il soit le plus efficace possible. Ne vous laissez pas aller à des excès ou à des mouvements de ras-le-bol qui ne produiront rien de concret. Choisissez des solutions efficaces, votez utile pour que votre voix soit plus fortement entendue en mars prochain. Vous avez bien montré votre efficacité, effectivement. Merci du compliment. Ce débat est terminé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Je vous précise donc que vous pouvez évidemment revoir cette émission
sur notre site internet midi-pyrénées.france3.fr. Vous y retrouvez également l'ensemble des commentaires qui ont pu être postés durant ce débat. Je vous souhaite à tous, messieurs, une excellente campagne, puisqu'elle a débuté bel et bien, contrairement à ce que certains veulent continuer à croire. Pour continuer à suivre cette campagne, une adresse évidemment, celle de notre blog, Midi Pyrénées Politique. Vous y retrouvez notamment notre suivi des élections municipales et les chroniques de Laurent Dubois qu'on retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ici même, une émission sur la thématique de la santé et l'état des lieux des services d'urgence en Midi-Pyrénées. D'ici là, évidemment, passez un bon week-end et vous retrouvez dans quelques instants l'ami Pierre Nicolas pour le journal régional.